Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Remaniement ministériel en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba font leur entrée au sein du nouveau gouvernement, une nouvelle équipe dirigeante toujours menée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Coup de projecteur sur l'ouvrage Made in Africa dans ma valise. À travers ce livre, son auteur Hortense Assaga a voulu valoriser le savoir-faire des artisans africains. Et puis la visite d'inspection des autorités kenyanes au stade du comté de Bomé. Le gouvernement compte finaliser sa construction alors que les travaux avaient été interrompus en 2014. Mais tout d'abord, c'est lui qui a inspiré le film Hôtel Rwanda. Paul Rusesabagina a vu sa peine de prison commuée. Une information confirmée ce 24 mars par Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais. La même source précise que cette décision résulte d'un ordre présidentiel. Connu pour avoir abrité des Tutsis dans son hôtel des Mille Collines pendant le génocide de 1994, Paul Rusesabagina a été arrêté par la police en août 2020. En septembre de l'année suivante, la justice rwandaise le condamne à 25 ans de prison, une condamnation pour terrorisme qui a suscité de nombreuses réactions dans les rangs des ONG. Human Rights Watch avait notamment dénoncé un procès entaché d'irrégularités. Paul Rusesabagina devrait retrouver la liberté ce samedi. Alors que la République démocratique du Congo se prépare à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023, un remaniement ministériel a été opéré dans la nuit du 23 au 24 mars. Un remaniement marqué par l'entrée au sein du gouvernement de deux poids lourds de l'arène politique congolaise. Il s'agit de Vital Kamerhe et de Jean-Pierre Bemba, nommés tous deux au poste de vice-premier ministre. Le premier est en charge de l'économie, le second de la défense. Plus de précision avec Nathalie Mou. Vital Kamerhe fait son retour dans l'exécutif suite au réaménagement du gouvernement en République démocratique du Congo le 23 mars 2023. L'ex-directeur du cabinet civil du président Félix Tshisekedi a été nommé au poste de vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Cette réintégration au sein de l'administration a surpris après l'épisode judiciaire qui s'est conclu par la condamnation de Vital Kamerhe à 13 ans de prison pour détournement de fonds publics, puis un acquittement total en juin 2022. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. Le réaménagement gouvernemental en RDC a également été marqué par l'entrée dans l'exécutif d'une autre figure politique congolaise, Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de 2003 à 2006 et chef du parti Mouvement de Libération du Congo, membre de l'Union sacrée au pouvoir, occupe désormais le poste de vice-premier ministre chargé de la défense. Accusé et condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en lien avec la crise post-électorale de 2006 à 2007, Jean-Pierre Bemba est acquitté au bout de 10 ans passés à La Haye. Sa réputation sulfureuse de chef de guerre lui pose quelques problèmes. Mais sur le plan politique, chacun apporte de très bonnes études. Économie pour Vital Kamerhe, sciences commerciales en Belgique pour Jean-Pierre Bemba. L'ordonnance présidentielle portant réaménagement de l'exécutif congolais intervient à 9 mois de l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Des observateurs estiment que le nouveau gouvernement aura pour défi la lutte contre l'insécurité à l'est du pays et la lutte contre la corruption, cher au président Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Il pense également que la nomination des anciens candidats à la présidentielle de 2018, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, à des portefeuilles stratégiques pourrait participer à accroître l'influence politique du chef de l'État congolais. L'actualité, c'est aussi ce réchauffement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. L'ambassadeur algérien devrait prochainement faire son retour à Paris, un retour annoncé par le président Abdelmadjid Tebboune. Le diplomate algérien avait été rappelé en février 2023 à la suite de l'affaire Amira Bouraoui. Les autorités avaient protesté contre l'exfiltration vers la France de cette militante qui se trouvait alors en Tunisie. Une exfiltration qualifiée d'illégale par Alger qui avait par ailleurs dénoncé une violation de la souveraineté nationale.
Le Sénégal commence lui aussi à entamer ses préparatifs en vue de l'élection présidentielle de 2024. À moins d'un an de ce scrutin, la situation politique est confuse. Le président Macky Sall laisse en effet planer le doute sur ses intentions de briguer un troisième mandat. Un doute qui attise la colère de l'opposition et notamment celle d'Ousmane Sonko. Le leader du PASTEF, visé par plusieurs affaires judiciaires, accuse le pouvoir de manœuvrer pour l'écarter de la présidentielle. Gladys Mamba. C'est un climat de tension préélectorale grandissante qui règne au Sénégal, entre pouvoir et opposition, à moins d'un an de l'élection présidentielle de février 2024. Les incidents se multiplient depuis le 16 mars, date de l'ouverture du procès de l'opposant Ousmane Sonko pour diffamation. Le Sénégal, réputé comme l'un des pays les plus stables du continent africain, a jusqu'ici été épargné par les troubles qui secouent la sous-région ouest-africaine. Le président de la République est revenu sur l'impératif de préserver les acquis démocratiques et l'ordre public en rappelant que le Sénégal demeure un état de droit de référence et une démocratie exemplaire. Le président de la République a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour assurer la sécurisation absolue des biens et des personnes au regard de certains troubles à l'ordre public observés ces derniers jours dans les localités du pays. Le flou entretenu autour d'un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, tient le pays en haleine. De plus en plus de voix d'intellectuels et d'opposants s'élèvent pour dénoncer une instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place. Visé par plusieurs affaires judiciaires, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, pourrait être déclaré inéligible à la présidentielle de 2024. Une machination du pouvoir en place, selon lui, au moyen des institutions étatiques. Vous êtes très courageux avec vos fusils. Vous tirez, ça, ce n'est pas du courage. On ne vous a pas formé pour ça. Vous n'êtes pas formé pour tirer sur un véhicule civil. C'est ça la police de Macky Sall, c'est du banditisme d'État. On peut vous considérer comme des nervis, mais pas comme des policiers. Parce qu'un policier ne tire pas sur des civils, vous ne pouvez même pas évaluer le risque. Mais là où je suis, qu'est-ce que je peux vous faire? Macky Sall ne doit pas vous faire ça. N'acceptez pas ce qu'il vous demande de faire. Si vous tirez et quelqu'un meurt, vous allez dire quoi? Les troubles qui secouent le pays sont désormais qualifiés de meurtriers. Le 20 mars dernier, les heurts entre partisans de l'opposant Ousmane Sonko et les forces de l'ordre ont fait un mort en Casamance, dans le sud du Sénégal. Un ouvrage qui tend à célébrer l'artisanat africain, c'est le projet accompli par la journaliste Hortense Saga à travers son livre Made in Africa dans ma valise. Sur papier, elle a voulu mettre en valeur tout un savoir-faire. Le lecteur pourra notamment apprécier des photographies d'objets issus de ses voyages sur le continent. Marcel Kouassi. J'ai parcouru beaucoup de kilomètres à travers le monde et s'il y a un continent où je m'émerveille à chaque fois, c'est bien l'Afrique. L'Afrique, c'est aussi le continent des artistes et des artisans, où les hommes et les femmes prennent le temps de créer et fabriquer à la main des objets d'une beauté infinie. Telles sont les lignes tirées de l'ouvrage Made in Africa dans ma valise, un livre qui témoigne de la beauté et du talent des artisans africains. Le but de ce livre, c'est vraiment de sourcer, de dire qu'en Afrique, il y a du beau. Parce que souvent, je suis une voyageuse, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut rapporter d'Afrique? Les gens ont toujours une idée préconçue de notre continent. J'ai l'habitude de dire que c'est le continent le moins bien marketé de la planète. On a de très belles choses, le monde entier aime l'Afrique, mais nous-mêmes, Africains, avons peur de notre continent. On ne sait pas le valoriser, on ne sait pas l'aimer. À travers l'autofinancement de son livre, la journaliste écrivaine souhaite lever le voile sur le soutien presque inexistant accordé aux entreprises culturelles africaines. Moi, ces artisans que j'ai rencontrés, dont je parle à travers leur travail, ce sont des personnes, mais d'une qualité exceptionnelle. Pour moi, ils produisent du beau. Ils représentent cette Afrique qui au quotidien rayonne, qui au quotidien inonde le monde de sa beauté. Moi j'ai besoin et envie qu'on les soutienne, parce que derrière chaque objet ce sont des vies, derrière ce sont des familles. Je prends l'exemple de la vannerie, un vannier, vous lui achetez ses paniers tous les jours, il vivra. Il fera grandir ses enfants. Il n'aura pas besoin d'aller se dire « Ah, je vais aller voir là-bas si l'herbe est plus verte ». Non, il y a de quoi faire. Selon l'auteur de Made in Africa dans ma valise, publié en janvier 2023,
La visibilité et la valorisation du savoir-faire des artisans africains se doivent d'être locales en vue de véhiculer une image positive des créations africaines. Au Kenya, le gouvernement met l'accent sur le développement des infrastructures sportives en vue d'accueillir bon nombre de compétitions. C'est dans cette optique que le secrétaire du cabinet pour la jeunesse, les sports et les arts, Ababou Namwamba, a procédé à l'inspection du stade du comté de Bomé. Alors que les travaux de construction ont été suspendus en 2014, les autorités se sont engagées à les finaliser. Marie-Raphaël Antolo. Le gouvernement kényan s'est engagé à terminer la modernisation du stade de Bomé, travaux interrompus en 2014, peu après son lancement par le gouvernement du comité. À cet effet, le secrétaire du cabinet des sports, Ababou Namwamba, souhaite qu'une section du stade du comité de Bomé soit démolie et reconstruite. Selon le secrétaire du cabinet des sports, l'objectif ici est de donner à l'arène sportive un lifting conforme aux normes de la Confédération africaine de football. Nous allons opérer de ce côté pour évaluer comment compléter le stade Bomé et par la suite, nos plans seront officiellement connus. Un plan cohérent qui indique exactement ce que nous voulons faire ici, comment nous souhaiterions le faire ainsi que les coûts et les objectifs de cette reconstruction sera par la suite rendu officiel. D'après le secrétaire du cabinet des sports kényan, le stade de Bomé avait été développé au hasard et doit être refait. Pour Ababou Namwamba, ce stade, une fois reconstruit, permettra au pays d'être retenu parmi les potentiels pays candidats à abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le stade, une fois terminé, permettra également d'abriter d'autres activités sportives afin qu'il puisse aider à attirer des talents à tous les niveaux, a indiqué le secrétaire du cabinet des sports. En nous basant sur les informations préliminaires obtenues, ainsi que les conseils que nous avons reçus des institutions dédiées, une partie de ce stade doit être détruite et reconstruite pour assurer l'évolution de la discipline dans le pays. Le secrétaire du cabinet des sports a dans la même dynamique souligné que le pays est en train de finaliser un plan directeur d'infrastructures sportives et artistiques qui guidera le gouvernement dans un développement cohérent. Pour l'autorité, le stade de Bomé est le foyer d'athlètes internationaux et peut changer le paysage sportif du pays. Comment défendre davantage les intérêts du continent au sein des instances sportives internationales? Pour certains experts, les fédérations africaines doivent mettre en place de véritables stratégies pour que les athlètes soient mieux représentés dans les compétitions. C'est du moins la proposition émise par Joëlle Montlouis, avocate en droit du sport et des affaires, qui participait ce 20 mars à un colloque organisé à Paris sur la liberté d'expression des sportifs. Marcel Kouassi. Malgré les 55 États du continent et le grand nombre croissant d'athlètes africains enchaînant des résultats probants dans diverses compétitions internationales, on n'observe pas une plus grande présence de l'Afrique dans les centres de décision mondiaux du sport. Pour illustration au football, depuis la création de la FIFA en 1904, le seul Africain à avoir occupé le poste de président a été le Camerounais Issa Hayatou, au poste d'intérim pour 2 mois et 5 jours, entre décembre 2015 et février 2016. Pour Maître Joëlle Montlouis, avocate en droit du sport et des affaires, co-organisatrice d'un colloque sur la liberté d'expression des sportifs tenu le 20 mars à Paris, les fédérations africaines doivent mettre en place des stratégies. Il faut faire la différence entre les pays qui sont déjà visibles et qui aimeraient l'être encore plus et ceux qui ne le sont pas et qui aimeraient simplement l'être. Là encore, ce sont des choses qui se travaillent en étant bien accompagnés, en mettant en place les bonnes stratégies, en faisant appel aux bons sponsors, etc., pour mettre en place la stratégie qui va permettre de faire décoller la fédération en question. En ce qui concerne le manque de visibilité des athlètes et des fédérations africaines dans les instances sportives internationales, Maître Joëlle Montlouis estime qu'il y a toutefois déjà des avancées. Si on reste toujours sur le spectre du football, au niveau de la FIFA, on a un certain nombre de présidents africains de fédérations africaines qui font partie du conseil de la FIFA. Donc on a des dirigeants africains qui ont un pouvoir, qui ont en tout cas la possibilité d'être présents au niveau des instances. Après, si la question c'est de se dire est-ce qu'ils ont un pouvoir réel ou est-ce que finalement
on ne verrait pas assez les effets de leurs travaux, ça c'est encore autre chose. Il faudrait qu'il y en ait encore plus, hein, ça c'est certain. Après, concernant les instances plus sportives plus largement, effectivement, je suis d'accord avec ce constat de déficit. À noter que selon les experts, la problématique de la sous-représentation des athlètes africains dans les instances sportives internationales peut être résolue par la création de programmes de développement spéciaux pour les athlètes africains par les organisations sportives, la diversité des personnels dans les instances dirigeantes, ainsi que l'éducation interculturelle des membres des instances dirigeantes sportives. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.